Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Sophie Primas, sénatrice des Yvelines, est notre invitée ce soir. Elle nous reçoit dans sa mairie d'Aubergenville. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Sophie Primas, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes née le 7 juin 1962, vous avez 53 ans. Très mal. Ça commence très mal. Ça commence tout le temps comme ça, c'est pas la première fois, c'est pas bon, pour ça vous. va, alors. Ingénieur agronome de profession, vous avez longtemps mené de front votre vie professionnelle et votre carrière politique. Adjointe au maire d'Aubergenville, chargée des finances et de la communication à partir de 2001. En 2007, vous devenez également suppléant du député de la 9e circonscription des Yvelines, Henri Cuc. Vous lui succédez à son décès en 2010. Vous êtes élue sénatrice en 2011, puis maire d'Aubergenville en 2014, une élection dès le premier tour. Vous êtes depuis peu première vice-présidente de la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise, en charge notamment de l'agriculture. Et vous avez été récemment élue aussi secrétaire départementale des Républicains. Ensemble, nous allons évoquer votre parcours politique, vos mandats et l'actualité de votre parti. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Alors le Money Time, c'est une série de questions-réponses assez rapides pour avoir votre point de vue sur l'actualité en général. D'après une enquête du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, Alain Juppé est le favori pour représenter les Républicains à la présidentielle de 2017, loin devant Nicolas Sarkozy et François Fillon. Comment expliquez-vous le succès dans l'opinion du maire de Bordeaux, en tout cas le succès actuel ? Le succès actuel, je pense qu'il vient d'abord d'une forme d'image que Alain Juppé a su se créer au cours des années. C'est un homme d'État, sans aucun doute. Il a été Premier ministre, il a eu des responsabilités extrêmement importantes dans notre pays. Il a une forme de légitimité. Il a disparu un petit peu de la vie politique pendant quelques années, ce qui lui a probablement donné aussi un peu de recul. Il a une forme de succès indéniable sur un territoire magnifique qui est le territoire de Bordeaux. Donc tout ça concourt aujourd'hui à lui donner peut-être l'image d'un homme politique un peu d'expérience certainement, mais surtout crédible dans son activité politique. Selon un récent sondage, la moitié des Français s'adonnent aux jeux vidéo. Est-ce que c'est votre cas ? Ah non, pas du tout, mais je le regrette. Je le regrette parce que quand mes enfants étaient petits, j'en faisais beaucoup. Et puis j'ai lâché prise au moment des manettes. Et il y a trop de touches, il y a trop de trucs. Ça devient trop voilà, compliqué. Ça devient trop compliqué. Voilà. Mais je le regrette. Et Nénuphar ne va bientôt plus s'écrire avec un PH, mais avec un F. La réforme de l'orthographe, vous êtes pour ou contre ? Je pense que l'orthographe est quelque chose de vivant. Donc j'attends avec impatience que Sophie s'écrive avec un F plutôt qu'avec PH. Je dis ça en plaisantant, mais en même temps, je suis quand même assez inquiète de cette espèce de dérive, de facilité, puisqu'on n'arrive pas à faire les choses, alors on change les choses. Je trouve que, vous voyez, Sophie avec PH, ça vient du grec, ça veut dire sagesse, donc je ne sais pas si c'est la réalité, mais derrière ce mot, il y a une signification, il y a une histoire, et donc je trouve que dévoyer l'orthographe parce que on trouve ça trop difficile, c'est comme enlever les notes parce qu'elles sont mauvaises. Je trouve que ce n'est pas le bon remède à un problème qui est plus profond. Pour un dîner, vous choisissez Valérie Pécresse, David Douillet, Pierre Bédier ou Henri Guénaud. Alors évidemment, ce ne sont que des personnes politiques influentes des Yvelines. Les quatre. Et si vous deviez en choisir un seul pour un dîner ? Les quatre pour un dîner, donc je vais avoir bientôt Valérie Pécresse. Confronté à la chute de ses ventes, le tabloïd britannique The Independent arrête son édition papier, existera uniquement sur Internet. Êtes-vous plutôt papier ou numérique pour vous informer ? Les deux. Vous achetez encore le journal au kiosque ? Oui, je suis encore... Alors, je ne l'achète pas au kiosque, mais j'ai la chance d'être abonnée ici en mairie. Ouais. Donc, il m'arrive de le feuilleter. Surtout, j'allais dire, les journaux locaux. En fait, je trouve plus sympa de les lire sur papier. Mais sinon, les informations, elles sont d'abord courtes. Elles sont sur Internet, sur les tablettes, partout où on se trouve. Donc, vive la modernité, vive le numérique. Le salon de l'agriculture se déroule à la porte de Versailles à
Paris jusqu'à dimanche prochain. Les agriculteurs traversent une crise sans précédent. Quelles mesures pourraient vous paraître indispensables plutôt pour soutenir la filière? Écoutez, moi, ce qui me semble maintenant évident, c'est qu'il va falloir à très court terme leur venir en aide financièrement. Je crois qu'il y a des mesures rapides à adopter. La baisse des charges en est une, mais il y a d'autres mesures pour les aider à s'en sortir. En revanche, on ne passera pas sans une réforme en profondeur de la politique européenne, et je pense que toute la réflexion autour des prix doit être une priorité pour l'Europe. Le salut passe par l'Europe, du coup. C'est pas un problème le salut franco-français. Alors, il y a des problématiques franco-françaises, en particulier, je pense aux histoires de normes, qui sont vraiment une surtransposition des normes européennes qui deviennent insupportables pour nos éleveurs. On en a encore vu, j'en ai encore vu ce matin un exemple, mais je pense que la fixation du prix et le modèle économique agricole que nous voulons pour l'Europe doit être véritablement décidé à Bruxelles, et la France doit être influente, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui. Encore 2 questions. Selon un sondage OpinionWay, Michel Drucker est avec Léon Zitrone l'animateur le plus emblématique de la télévision. Quel animateur télé vous a le plus marqué dans votre vie? Ça peut être actuellement ou ça peut être dans le passé? Alors ça, c'est une drôle de question. Vous n'avez jamais posé la question? Non, je ne m'étais jamais posé la question, donc merci de me la poser. Moi, j'ai des souvenirs assez précis, mais pas tellement dans le divertissement. J'ai des souvenirs quand j'étais petite et comme je suis assez âgée maintenant, il n'y avait pas beaucoup de chaînes et nous regardions 5 colonnes à la une. D'accord. Et je trouvais que c'était des émissions qui avaient de la profondeur et vraiment c'est de l'intérêt. C'est plutôt une émission qu'une personne pour vous? Oui, voilà, plutôt une émission qu'une personne. Le Brexit, c'est l'abréviation de British Exit, la sortie du Royaume-Uni potentiel de l'Union européenne. Vous l'encouragez ou vous le redoutez fortement? Vous la redoutez, cette sortie? Je la redoute pas, ni je l'encourage. Je trouve que ça serait dommage que nos partenaires s'en aillent de l'Europe. Ça serait un signal très très mauvais pour l'Europe, peut-être le début du dilettement. Donc non, je le souhaite pas. Je ne le souhaite pas du tout. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Premier thème de cet hebdo politique. On va parler de vous, de votre engagement politique et de vos nouveaux mandats. Vous avez été élu tout récemment secrétaire départemental Les Républicains dans les Yvelines. Vous remplacez David Douillet, qui est devenu, lui, président départemental en remplacement de Valérie Pécresse, toute nouvelle présidente de la région Île-de-France. Expliquez-nous un peu quel est le rôle d'une secrétaire ou d'un secrétaire départemental d'un parti. Alors d'abord, le secrétaire départemental n'est pas élu. Oui, il est nommé par le président qui lui a été élu. Mouvement. Voilà, par le président du mouvement. Donc c'est Nicolas Sarkozy et le bureau politique qui m'a nommé. Nicolas Sarkozy a souvent cette phrase, ou en tout cas cette image. Le secrétaire départemental est un peu le préfet. Voilà, David Douillet est l'élu et moi je suis un petit peu le préfet dans le département du mouvement. C'est-à-dire que je suis chargée de mettre en œuvre la politique qui est décidée au niveau national. Voilà. Donc, comment justement on met en œuvre cette politique? À travers quel type d'action? Alors, en ce qui concerne le département des Yvelines, il se trouve qu'avec David, nous formons un bon duo, nous entendons extrêmement bien, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les départements. Et donc, notre rôle va être d'organiser, par exemple, les primaires, d'organiser les débats sur le projet, puisque nous avons récemment travaillé sur le projet en Conseil national. Ça va être de s'assurer que le maillage sur le territoire de nos militants est de bonne qualité, que nous allons pouvoir nous appuyer sur lui pour les élections qui nous attendent, à la fois les primaires, mais aussi 2017. Donc ça va être d'animer tout simplement le réseau de nos militants. Ce poste, c'est vous qui l'avez demandé ou c'est Nicolas Sarkozy qui est venu vous voir pour vous dire ça serait bien que ce soit toi qui devienne secrétaire départemental? C'est une décision collective à la fois de David Douillet, de Valérie Pécresse, de Gérard Larcher, de Pierre Bédier, de moi-même bien sûr. C'est un travail d'équipe. On a l'habitude dans les Yvelines d'avoir des secrétaires départementaux qui sont un peu portés en fait par l'ensemble des élus. Donc il n'y a pas eu de changement. On a proposé à Nicolas Sarkozy ma candidature et il l'a acceptée. Quelle est la différence avec le rôle de président justement départemental, le rôle de David Douillet? Est-ce qu'il est un peu plus symbolique que le vôtre finalement? Il n'est pas plus symbolique dans l'action, il ne sera pas plus symbolique. Il est symbolique dans la mesure où il est élu et moi je suis nommée. Donc c'est un peu différent en fait dans l'origine. C'est lui le président de la République en quelque sorte et vous le Premier ministre?
On peut schématiser comme ça. Allez, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Comment se porte votre parti justement dans les Yvelines, le nombre d'adhérents? Est-ce qu'il y a une dynamique qui s'installe depuis peut-être les régionales? Oui, il y a une dynamique qui a été portée évidemment dans les régionales par la candidature de Valérie Pécresse, qui était notre candidate dans l'Île-de-France, mais particulièrement dans les Yvelines, avec un duo qui était mené par David Douillet. Ça nous a permis de redynamiser l'ensemble de notre parti, de Aujourd'hui, il y a 9 000 des militants dans les Yvelines. À peu près, c'est ça. Et nous sommes dans une progression assez importante. Ça a permis d'aller fédérer des militants là où on avait perdu un petit peu de militants depuis 2012. Vous êtes fixé un objectif de nombre de militants avec David Douillet là-bas? Pas encore, nous sommes en train de le faire. Oui. C'est symbolique? Oui, c'est symbolique. Et puis, vous savez, nous faisons partie des tout premiers départements en nombre d'adhérents sur l'ensemble de notre pays. Donc, nous devons d'être à la tête de ce grand mouvement d'adhésion. Récemment, vous êtes également devenue première vice-présidente de la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise. C'est l'une des nouvelles intercommunalités nées le 1er janvier dans le sillage de la métropole du Grand Paris. Alors, votre interco, à vous, puisque nous, on connaît bien celle de Saint-Quentin, c'est 73 communes, 129 conseillers communautaires et plus de 400 000 habitants. C'est la plus importante du département. Est-ce que c'est un avantage, selon vous, d'être si grand et puis si gros, si je peux me permettre, ou alors c'est des difficultés supplémentaires, notamment pour faire marcher cette machine, cette lourde machine administrative? 129 conseillers, c'est assez conséquent. On imagine les conseils communautaires. Oui, c'est assez impressionnant. Voilà, c'est assez impressionnant. Alors, pour vous répondre, les deux, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est un territoire qui se veut être cohérent, puisqu'il embrasse en fait toute la vallée de la Seine, depuis Conflans-Sainte-Honorine jusqu'à Rosny-sur-Seine. Donc, c'est un territoire de 50 km. Du Nord-Yvelines, ouais. Du Nord-Yvelines, voilà, avec à la fois le Vexin et puis les plaines du sud de la Seine et les vallées. C'est un territoire très hétérogène, avec beaucoup d'urbanisation en fond de vallée, entre Mantes-la-Jolie, les Mureaux, et puis Poissy, la grande communauté urbaine Poissy, Conflans, etc. Et puis une ruralité très prononcée, très présente, très importante et qui est facteur d'équilibre. Donc nous sommes un petit peu sur le territoire de l'ancienne opération d'intérêt national. Et cette opération d'intérêt national, qui avait été lancée il y a une dizaine d'années à l'initiative de Pierre Bédier, nous a donné à tous, aux maires des 73 communes, la conscience de ce territoire et de ce destin commun. Donc aujourd'hui, c'est la concrétisation peut-être de ce qui avait été initié par l'opération d'intérêt national. Et oui, pour répondre à votre question, c'est source de complexité dans le lancement. On passe de l'artisanat à l'industrie. La machine, elle ronronne encore là aujourd'hui? Oui, la machine, elle va se mettre en... Vous savez, des conseils communautaires de 129 membres, c'est pas des conseils communautaires de 20, de 30 ou même de 40 membres. Hein. C'est une grosse machine à mettre en route. Il faut s'organiser en groupe politique, il faut organiser la parole, sinon chaque délibération peut prendre 129 fois 2 minutes. Oui. Donc, on peut avoir des conseils communautaires de 8 jours sans difficulté. Donc c'était une grosse machine à mettre en route qui perturbe un peu les habitudes des élus locaux, et moi je les comprends. Et j'allais dire, plus la commune est petite, plus c'est perturbant, parce que c'est vraiment une autre dimension, mais je pense que c'est une chance si on en fait un atout stratégique pour notre territoire. Quels sont les enjeux majeurs de cette intercommunalité ? Développement économique. Je pense que si on doit en mettre un vraiment en tête, c'est le développement économique, parce qu'il va nous permettre de générer de la richesse, et que cette richesse, on en a besoin pour à la fois les zones urbaines où nous avons des quartiers qui ont besoin, nous avons des villes qui ont besoin de soutien financier, et puis toute la zone rurale qui elle-même a besoin de soutien. L'État étant défaillant aujourd'hui au travers des baisses de DGF, des baisses de dotation, cette zone rurale a besoin d'être soutenue et en même temps protégée. Alors vous dites développement économique, et pourtant vous êtes première vice-présidente en charge de l'agriculture et les territoires ruraux. Voilà. Et justement, ça peut paraître un peu étrange comme première vice-présidence. On a justement l'habitude du développement économique, de l'aménagement urbain. Comment vous expliquez cette première vice-présidence ? Écoutez, je crois que cette première vice-présidence, elle ne s'explique pas forcément par la délégation, bien que je vais revenir sur l'importance des territoires ruraux. Elle s'explique aussi peut-être par la fonction que j'occupe de sénateur, qui est une fonction éminemment de rassemblement.
Or, vous n'ignorez pas qu'il y a eu quelques tensions à l'intérieur de cette grande communauté au moment de sa mise en place, qui sont d'ailleurs des restes, on va dire, de tensions passées sur d'autres territoires. Et le signal qui a voulu être envoyé à l'ensemble de ce territoire est un signal de rassemblement autour de projets qui sont des projets communs. Donc vous rassemblez les différences politiques, en tout cas les passés politiques qu'il y a pu avoir, les différents. Mais c'est le signal qui est envoyé. Et comme vous êtes spécialiste dans ce domaine-là, on a mis cette première vice-présidence. Moi, je souhaitais prendre une vice-présidence qui soit très proche de mes fonctions de sénateur. Or, dans mon fonctionnement de sénateur, j'ai plusieurs spécialités, mais en tout cas tournées plutôt vers l'agriculture, vers le développement rural. Et quand vous êtes sénateur, vous êtes le représentant des maires. Et donc, à ce titre, il y avait beaucoup de maires de communes rurales. C'est un peu mon dada, si j'ose dire. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette délégation qui recouvre aussi mes compétences et mes attributions de sénateur. Est-ce que vous vous intéressez à ce qui peut se passer dans d'autres intercos du département, notamment à Saint-Quentin-Yvelines? C'est une interco qui est vieille maintenant de 40 ans, avec beaucoup d'expérience, beaucoup de mutualisation. On va dire peut-être l'interco par excellence dans les Yvelines. Est-ce que vous regardez ça de plus près? Bien sûr, on regarde ça de très près, mais on regarde aussi l'expérience, ce qu'il ne faut pas gommer, des intercommunalités dont nous sommes issus. La communauté d'agglomération de Montagne-Yvelines est probablement une des plus anciennes avec Saint-Quentin. Je crois que même elle était antérieure à Saint-Quentin. Un petit peu. Le district urbain de Mantes a, je crois, une cinquantaine d'années. Donc il y a des leçons à tirer, il y a des expériences à garder, il y a des mauvaises expériences aussi à ne pas reproduire. Il y a des problèmes à Saint-Quentin aussi. Voilà, il y a quelques problèmes à Saint-Quentin, mais bien évidemment, on regarde ce qui se passe dans les Yvelines, mais on regarde aussi ce qui se passe ailleurs. Et c'est comme ça qu'en préfiguration, nous étions allés du côté de Rouen, nous étions allés à Strasbourg pour regarder ce qui marche pas, parce qu'il y a des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre. Je pense à la compétence voirie, par exemple, qui est très très compliquée. Pourquoi particulièrement? C'est très compliqué parce que pour la voirie, il faut à la fois avoir les capacités financières de faire des grands axes, etc. Donc ça s'apparente bien à une communauté urbaine de 400 000 habitants. Mais chaque maire est aussi attentif au fait que quand il y a des trous dans sa route, on ait quelqu'un en 24 heures qui puisse venir mettre un peu de gravillon, mettre un peu. Ça, c'est plus compliqué à 400 000. Et ça, en tout cas, c'est un enjeu. Voilà. Et on se dit que c'est peut-être un peu plus compliqué et on a besoin de bien s'organiser pour ça. Si vous êtes aujourd'hui vice-présidente de cette interco, c'est parce que vous êtes maire d'Aubergenville depuis mars 2014. Dès le premier tour, je l'ai dit, vous avez été élu. Ça va donc faire bientôt 2 ans de mandat. Quel bilan vous tirez de ces premiers pas, de ces premiers mois, même si ça commence à faire longtemps maintenant, oui. En qualité de maire? C'est un mandat absolument passionnant parce que c'est le mandat qui est le plus proche des citoyens, où vous avez à la fois une loupe et à la fois une longue vue. C'est-à-dire la loupe, c'est les problèmes de stationnement, les trous dans le trottoir, les problèmes de garde d'enfants, les problèmes de la vraie vie quotidienne des Français et des Aubergenvillois. Et puis en même temps, la nécessité de faire des grands projets et de regarder à 5 ans, 10 ans, 15 ans et d'anticiper cet avenir. Donc c'est passionnant. Et puis moi, il y a un mot de Gérard Larcher que j'aime beaucoup. Le maire, vous savez, le président du Sénat dit souvent que nous sommes à portée d'engueulade. Et je trouve que c'est un bon terme, parce que c'est vrai que quand les Aubergenvillois nous croisent dans la rue, ou quand ils viennent à mes permanences, ou quand je les vois au marché, quand ils ont quelque chose à me dire, ils me le disent. Et parfois, ils vous mettent peut-être les problèmes nationaux sur vous. Pas tellement. C'est vraiment des problèmes locaux. C'est des problèmes locaux, des problèmes de voisinage quelquefois, des problèmes d'ailleurs où on n'est pas forcément ni responsable ni acteur par la suite, mais où on est facilitateur. Mais c'est très important, cette écoute, elle est très très importante. Et moi j'aime bien ce contact avec la population parce que justement c'est ce qui enracine les élus dans la vraie vie. Quels sont les grands dossiers qui vous occupent actuellement et qui vont vous occuper peut-être en 2016 et dans les années à venir? Il y a une affaire d'emprunt toxique qui a été contractée. En 2008, tout a été... C'est terminé. C'est terminé. Oui, l'affaire est derrière nous. Les grands dossiers alors? Alors les grands dossiers sont des dossiers d'aménagement de la ville. Nous avons en particulier d'aménagement et de restauration du patrimoine. Donc j'ai 2 dossiers particulièrement en tête. Un premier dossier d'aménagement sur
de réhabilitation et du quartier de la gare, puisque notre gare va être une gare éole. Et ce quartier de la gare a été développé au fil des années, un petit peu de briquet de broc en fonction des opportunités. Il nécessite maintenant d'être réaménagé. Gare éole, on rappelle ce que c'est le prolongement du RER Du RER E, pardon. D'ici quelques années. En 2022. Mais vous savez, c'est 2022 et en même temps, les travaux sur la gare SNCF vont avoir lieu à Aubergenville cette année. Donc, les choses commencent à arriver et donc, nous aussi, il faut qu'on se prépare. Et donc, cette réhabilitation urbaine du quartier de la gare est un gros chantier qui va se dérouler sur les 15 prochaines années. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut initier avec les habitants et qui nécessitera le déménagement de notre maison des arts que nous sommes en train de positionner à côté du centre aqualudique. Donc ça nécessite des déménagements importants et ça va bien nous occuper. De grands projets, voilà. Sophie Primas, on fait une pause musicale et on revient pour évoquer cette fois-ci votre mandat de sénatrice et l'actualité de votre parti Les Républicains. L'hebdo politique. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Sophie Primas, maire Les Républicains d'Aubergenville et sénatrice depuis 2011. Et évidemment, quand on évoque le Sénat, la même interrogation revient très souvent. À quoi sert le Sénat et les sénateurs ? C'est l'heure de faire un peu de pédagogie. Alors, expliquez-nous un peu, quelle est l'utilité du Sénat aujourd'hui, en 2016 ? Alors, j'imagine que c'est la même que l'an passé. Quelques années même, depuis quelques années. Le bicamérisme en France, c'est une chance en réalité, parce qu'en fait, vous avez 2 chambres dans le Parlement, comme chacun sait, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale est représentative des citoyens, le Sénat est représentatif des territoires. Et le Sénat est éloigné de l'actualité politique, puisqu'en fait, une Assemblée nationale, et surtout depuis la réforme constitutionnelle, depuis le quinquennat, l'Assemblée nationale est élue en même temps ou quelques semaines après le président de la République. Donc on voit bien qu'il y a un acte politique à ce moment-là, législatif, fort, d'un président de la République et d'une majorité qui conduit l'Assemblée nationale. Le Sénat a un autre tempo, et le Sénat est toujours la résultante d'élections municipales principalement, et donc le tempo politique n'est pas le même. Et donc nous sommes beaucoup plus indépendants. Un président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale, il ne peut pas dissoudre le Sénat, c'est impossible. Et donc nous sommes beaucoup plus indépendants que l'Assemblée nationale du pouvoir en place, de l'exécutif en place. Votre travail consiste la même chose que l'Assemblée nationale, vous étudiez les projets de loi, vous les amendez, vous les votez. On étudie les projets de loi, on les amende et on a une vision particulière sur notamment tous les projets qui concernent les territoires et l'aménagement du territoire, puisqu'évidemment les collectivités territoriales, c'est article 24 de la Constitution, notre responsabilité et notre représentativité. Il y a souvent des sondages qui font la une de l'actualité sur le Sénat et les Français, sans forcément demander sa suppression, demandent très largement une refondation du Sénat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas au Sénat, qui ont du mal à être compris peut-être par les Français et qu'il faudrait revoir ? Alors, son fonctionnement, la question, elle est en général plus large. Les gens, alors surtout en ce moment, parce que c'est bien quand il y a des crises, en général, on sert d'exutoire assez ça facilement. Coûte cher, ça coûte cher, voilà, etc. Ouais, exactement. Alors que les Français ne sachent pas qui on est, c'est pas très étonnant, puisqu'encore une fois, nous ne sommes pas leurs représentants, nous sommes les représentants des collectivités territoriales. Donc ce qui serait gênant, c'est que les maires ne nous connaissent pas, ou que les conseillers départementaux ne nous connaissent pas. Et puis nous avons une action qui est plutôt orientée vers les collectivités territoriales. Donc c'est pas étonnant que les Français ne nous connaissent pas aussi bien qu'ils connaissent leurs députés. Je pense qu'il y a un élément de réflexion que nous pouvons avoir, nous les politiques, sur les assemblées d'une façon générale, c'est le nombre de députés ou le nombre de sénateurs que nous sommes. Donc peut-être... Vous êtes combien de sénateurs d'ailleurs 348. C'est beaucoup moins que le nombre de députés qui sont 577. Voilà, c'est moins déjà. Mais il est possible que nous puissions faire un effort. Moi, je suis tout à fait ouverte à ça, tout en ayant bien à l'esprit que parce que nous sommes les représentants des collectivités territoriales et des territoires, le Sénat doit garder la parole à la ruralité. C'est aussi peut-être quelque chose qui nous différencie de l'Assemblée nationale, c'est que la ruralité est très bien représentée au Sénat et
ça, il ne faut pas le perdre, parce qu'avec les modifications notamment de cantons pour les élections départementales, on voit que la voix de la ruralité est en train de perdre de l'espace dans la sphère de l'exécutif, et ça, c'est très mauvais, donc, pour l'équilibre de notre territoire. Les reproches aussi à propos du Sénat, ça peut être une chambre assez obscure où la transparence n'est pas forcément reine, et aussi avec, on peut le dire, parfois peut-être des vieux politiques ou des vieux monsieur. Non, pas ce sont vous. les clichés. Alors, je vous pose la question, est-ce que Pas ce sont vous. des idées reçues ou pas, vous qui êtes au cœur du Sénat? Est-ce que ce sont des idées reçues? Alors moi, j'ai quitté l'Assemblée nationale, vous l'avez dit, en 2011 pour rejoindre le Sénat. Et à ce moment précis où je suis partie, la moyenne d'âge au Sénat était moins élevée qu'à l'Assemblée nationale. Donc, premier Des idées cliché reçues, voilà. qui tombe. C'est pour ça que je vous pose la question. À cette époque-là, le pourcentage de femmes était plus important au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Voilà. Alors après, vous dire qu'il n'y a pas des gens qui sont là depuis assez longtemps, oui, il y a des sénateurs. Pas forcément, dans la mesure... moi, j'ai vu un sénateur partir aux dernières élections parce qu'il arrêtait son mandat se considérant trop âgé, et je crois qu'il avait raison, et c'était raisonnable de sa part de le faire, mais qui avait une connaissance mais extrêmement pointue et qui était extrêmement riche et extrêmement bénéfique à la réflexion. Or, le Sénat est une chambre qui, par son mode de fonctionnement, a davantage le temps de fouiller les sujets et de réfléchir sur les sujets. Donc l'expérience est quelque chose d'extrêmement précieux. On est moins dans la réponse de l'actualité, comme ça peut être le cas voilà, à l'Assemblée nationale. Et je voulais vous dire aussi que sur le Sénat et sur le fonctionnement du Sénat, le président Larcher a pris ce problème à bras-le-corps, entendant les reproches qui nous étaient faits. Il l'avait dit dans cette émission. Il a beaucoup réformé le Sénat, et les derniers, puisque vous évoquiez tout à l'heure les sondages, dans les derniers sondages qui nous sont remontés sur l'image du Sénat, depuis 2 ans, le président Larcher a fait beaucoup d'efforts, et ça se voit. Voilà. Alors, Gérard Larcher a été élu le 1er octobre 2014. Une autre question à propos du Sénat, le rapport avec l'Assemblée nationale. On rappelle le fonctionnement des institutions en France. Un projet de loi arrive d'abord à l'Assemblée nationale, il est voté ou amendé, voté, ensuite il va au Sénat, puis il y a une navette quand il n'y a pas d'accord, mais in fine, c'est l'Assemblée nationale qui a toujours le mot de fin. Est-ce que ça, c'est un problème aussi par rapport à l'image du Sénat? Parce qu'on peut se dire finalement quel est son rôle, puisque les députés, s'ils veulent décider de quelque chose, ils le feront quoi qu'il arrive. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans la navette, nous amendons également les textes, et que 80% des amendements qui sont discutés au Sénat sont adoptés et sont gardés par l'Assemblée nationale. Donc, il y a une bonification des textes qui est réelle de la part du Sénat. Vous n'êtes pas dans une opposition politique toujours frontale, puisque le Sénat est, on le sait, très à droite, enfin à droite, globalement. Il y a eu une parenthèse en 2011, mais a toujours été à droite. Vous n'êtes pas dans l'opposition frontale. Vu que ça vient de la gauche, c'est forcément mauvais. Non, on n'est pas dans cet esprit-là, même si on fait de la politique comme les députés. Hein, vous avez des idées aussi. On a des idées, on n'est pas toujours d'accord, et loin s'en faut, avec ce gouvernement, et on le fait savoir par les textes que nous votons. Mais en effet, lorsqu'il n'y a pas d'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, vous avez oublié une étape qui s'appelle la CMP, la commission mixte paritaire, et qui est un peu une espèce de commission de la dernière chance, où on essaye de se mettre d'accord entre Assemblée nationale et Sénat sur un texte que nous pourrions partager. 7 sénateurs, 7 députés, c'est ça, qui travaillent ensemble. 7 députés qui travaillent ensemble. On prend des gens généralement qui sont consensuels. Non, on prend des gens qui connaissent bien, non, pas forcément consensuels, mais des gens qui connaissent bien le texte, qui est souvent les rapporteurs de l'Assemblée et du Sénat, et puis les principaux sénateurs qui ont travaillé sur ce texte, ce qui est légitime puisqu'ils connaissent vraiment bien tous les rouages du texte, et on essaie de trouver un terrain d'entente. Et ce n'est que si cette commission échoue, à ce moment-là, l'Assemblée donne son dernier mot. Et oui, de temps en temps, c'est un peu frustrant. Et moi, je ne serais pas tout à fait contre réfléchir à une réforme constitutionnelle. Comment on pourrait marcher qui donnerait le dernier mot au Sénat, notamment sur les textes qui concernent les collectivités territoriales. Ça serait un énorme chamboulement dans la vie politique française. Absolument. Vous pensez que c'est possible, ça? Il y a une réflexion qui est menée, ou alors c'est vous qui l'a menée quelque part dans votre coin? C'est moi qui la suggère et qui en suggère la réflexion depuis quelques mois. Vous soufflez ça au président Larcher? Oui, parce que je pense que d'abord les Français comprendraient mieux, et puis ça donnerait véritablement le sens du Sénat, qui est encore une fois la représentation des territoires.
La grande actualité pour les sénateurs, c'est le projet de réforme constitutionnelle. Il arrive au Sénat à partir du 16 mars. Les députés l'ont voté en première lecture, non sans division chez les Républicains et les socialistes. En tout, 317 voix pour, 199 contre et 51 abstentions. Quelle est votre position à vous sur le sujet et déjà sur le fait d'introduire l'état d'urgence dans la Constitution ? Est-ce nécessaire ou pas ? Écoutez, moi je suis très gênée par ce projet de réforme constitutionnelle parce qu'on en parle pendant des heures et des heures sans être bien sûr de son utilité in fine, c'est-à-dire que l'état d'urgence, on peut le prolonger, on vient de le prolonger au Sénat et à l'Assemblée nationale. On en était sûr quand même le 16 novembre lors de la réunion du Congrès. Oui, on en était sûr, mais vous voyez, on est quoi le 16 février, ou je ne sais pas combien exactement on est février. Quelques mois plus tard. Voilà, quelques mois plus tard, on n'y est toujours pas. Il y a des discussions sans fin. Ça fait des mois et des mois qu'on discute là-dessus. Et pendant ce temps-là, le Sénat a voté une proposition de loi sur la lutte contre le terrorisme qui n'a pas trouvé d'écho, alors qu'elle est beaucoup plus opérationnelle et beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Donc moi, je suis très gênée par tout ce brouillard. Il y a des outils aujourd'hui qui nous sont proposés par les textes en vigueur, par la loi. On peut prolonger un état d'urgence, on peut faire une déchéance de nationalité en cas d'acte de terrorisme. Tout ça n'est pas très utile et ça fait partie de ce que je appelle les hochets du gouvernement pour masquer le véritable bruit de fond qui est un problème fondamental qui est la sécurité des Français et le chômage. Donc sur la déchéance de nationalité et l'état d'urgence, vous dites on en fait trop ? On en fait beaucoup trop. On est pas la peine de faire une telle réforme. Vous voyez, on est dans un moment extrêmement compliqué pour la France et je trouve qu'on fait trop de bruit et pas assez d'efficacité. L'efficacité, elle est déjà dans la loi. Tout ce que nous propose le gouvernement peut-être mérite d'être mieux encadré, mais on n'a pas le temps. Il y a d'autres mesures à prendre qui me semblent plus urgentes, qui ont été proposées par le Sénat et j'attends que l'unité nationale, ça soit aussi de prendre les bonnes idées du Sénat pour les On fait un scoop alors, vous allez voter contre ? Je ne sais pas parce que le Sénat, Gérard Larcher et Philippe Bas, qui est le président de la commission des lois, vont proposer une réécriture de cette réforme constitutionnelle parce que je ne souhaite pas non plus qu'on brade les libertés individuelles, ce qui me semble dans l'article 1 être quelque chose à regarder de très très près. L'article 1, c'est l'état d'urgence. L'état d'urgence dans la Constitution. Voilà. Même à droite, il n'y a pas de point de vue unique. Il y a Nicolas Sarkozy qui a demandé aux députés de voter pour. Gérard Larcher qui lui a dit sur RTL, on arrête, ça sert à rien, il faut arrêter le processus. C'est sain, ça, au sein d'une même famille politique, qu'il y ait des points de vue si différents. Est-ce que vous êtes fait piéger par la gauche ou alors finalement c'est normal qu'il y ait de tels débats ? Je ne sais pas si on s'est fait piéger sur la gauche. Je vous répète que je considère que c'est un hochet du gouvernement pour faire du bruit, pour cacher le reste. Je pense, on verra l'écriture du Sénat. Moi, je ne suis pas sûre de voter du tout cette réforme constitutionnelle. Maintenant, je comprends aussi la position de Nicolas Sarkozy, puisque la déchéance de nationalité était un élément que nous demandions. Donc la position de Nicolas Sarkozy est de dire on ne peut pas voter contre quelque chose qu'on a demandé, ça fait sens. Donc qu'il y ait une discussion autour de cela, ça me semble plutôt sain, y compris dans la même famille politique. Pour terminer cette émission, on va évoquer justement l'actualité de votre parti avec la tenue récemment d'un conseil national. Ça devait être un grand conseil pour fixer la ligne politique en vue de 2017. Finalement, il en ressort presque pas grand-chose. Des ténors qui se neutralisent. Nicolas Sarkozy un peu contesté en interne, pas de grandes nouveautés dans les idées également. C'est là aussi du temps perdu finalement pour les Républicains selon vous. Alors c'était nécessaire une mise au point et réaffirmer finalement les idées qui étaient déjà les siennes en 2012. Moi je crois que c'est jamais du temps perdu quand la famille se réunit et quand on parle du projet. Donc c'est jamais du temps perdu que de se retrouver autour d'un certain nombre de grandes valeurs. Mais on ne redit pas la même chose. Éric Woerth a fait un travail et est en train de faire un travail remarquable au sein des Républicains en faisant des groupes de travail, en travaillant sur des thématiques, en proposant des choses extrêmement concrètes sur les différents thèmes qui seront les thèmes de la campagne. Donc tout ça a le mérite d'être porté au débat, d'être montré, d'être expliqué aux Français et c'est jamais du temps perdu. Pas forcément la une voilà. de l'actualité alors avec ça. Après, évidemment, on a la perspective des primaires et puis alors, l'écume arrive avec machin était là entre midi et 2h. Oui. Alain Juppé n'a pas assisté au discours final non, de... François Fillon non plus. Bruno Le Maire non plus. Pourtant, il était juste devant moi samedi matin à écouter les propos des uns et des autres. Donc, je crois qu'il faut... C'est pas anodin s'ils n'assistent pas à ce discours, on va pas se mentir. Non, c'est pas anodin. Bien sûr que c'est pas anodin, c'est un signe. Mais ils vont être compétiteurs dans quelques semaines. Ils sont compétiteurs aujourd'hui
aujourd'hui pour gagner les primaires. Voilà, c'est dans la nature humaine que d'affirmer sa position. Voilà, on est un peu aujourd'hui... Moi, ce que je trouve sympathique et intéressant et important, c'est que ce Conseil national, comme l'a dit Laurent Wauquiez hier, ça ne soit pas un casting. Vous voyez, on n'est pas en train de dire celui-là, il est plus grand, plus beau, plus dynamique, plus jeune, plus je ne sais pas quoi. On est sur des valeurs, on est sur un programme. Et même sur ce programme, on peut avoir des idées un peu à la marge qui divergent. Vous me lancez parfaitement, puisque Laurent Wauquiez, le numéro 2 du parti, a fait un discours très remarqué pour des propos parfois très à droite. Je le cite, il y a un danger de délitement culturel et politique. Ce n'est pas à la France de s'adapter aux étrangers, c'est aux étrangers de s'adapter à la France. Est-ce que ce type de discours, ça vous convient? Il faut l'affirmer, le confirmer, ou alors cette stratégie un peu à droite toute, ça vous gêne, vous? Notamment parce que ça vous a amené à la défaite présidentielle en 2012. Moi, ça ne me gêne pas du tout de dire que la France a un certain nombre de valeurs et que ceux qui y vivent... Il y a un délitement culturel, selon vous, en France, aujourd'hui? Il y a un risque de délitement culturel? Il y a une peur de délitement culturel. Et nous, ici, dans la vallée de la Seine, dans le milieu rural de la vallée de la Seine, je peux vous dire que ce n'est pas forcément le sentiment d'abandon de la ruralité qui conduit au vote du Front National. Cette espèce de peur du délitement des valeurs et de la culture française. Donc si on se cache derrière son petit doigt, on peut se dire que c'est pas ça. Mais dans la réalité, il y a une peur des Français et je pense que cette peur, elle peut être combattue qu'en réaffirmant un certain nombre de valeurs qui peuvent être partagées par tout un chacun, y compris tous ceux qui viennent de l'étranger, mais qui doivent, quand ils deviennent français, adhérer à ces valeurs-là. Pour finir, pensez-vous que votre camp sera capable de se rassembler le soir du 27 novembre, c'est-à-dire le soir du second tour des primaires? Ou alors est-ce que vous avez peur qu'il y ait un couac finalement? Imaginons que Nicolas Sarkozy n'est pas élu, c'est ce que disent les sondages aujourd'hui. Est-ce qu'il va réussir à se rassembler derrière celui qui sera élu? Alain Juppé, je pense notamment. Eh bien, d'abord, Alain Juppé n'est pas tout seul dans cette course. Oui, puisque vous avez soutenu François Fillon à la présidence en 2012. Exactement. C'est votre candidat à vous C'est pour le moment mon candidat, mais en tant que secrétaire départemental, je vous prie de croire que je veillerai véritablement à un traitement équitable de tous les candidats à la primaire. Ça, pour le coup, c'est mon rôle. C'est mon rôle avec David. Et je serai dans le respect de tous les candidats. Je vois beaucoup de choses écrites, dites avec excès sur Facebook en particulier, sur Twitter. De la part des candidats ou des soutiens? Non, des soutiens des candidats, des groupies des candidats qui se lâchent sur les autres candidats. On n'est pas dans une guerre fratricide. On est de la même famille politique. On est de la même famille politique. Il faut faire une campagne qui soit une campagne respectueuse et propre et tout le monde doit être dans cet état d'esprit parce qu'en novembre, il faudra tous ensemble aller à la bataille. Donc, vous pensez que vous en serez capable à droite de vous rassembler? Eh bien, écoutez, je ne sais pas si on en sera capable, mais moi, je ferai tout pour qu'on en soit capable. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Sophie Primas d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes sénatrice, maire d'Aubergenville et nouvelle secrétaire départementale Les Républicains dans les Yvelines. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation Yvelines. L'hebdo politique sur Sensation.